Quand on est collectionneur et que le sort de la planète ne nous est pas indifférent, on se retrouve très vite face à un dilemme majeur. Comment vivre sa passion tout en minimisant son impact sur l'environnement? Alors que nous tentons de changer nos habitudes du quotidien pour diminuer notre consommation de plastique, paradoxalement, nous en importons de plus en plus pour les stocker dans nos étagères. Alors faut-il se résoudre à la dématérialisation? Doit-on fermer les yeux? Ou bien tout simplement arrêter de collectionner? Autant de paradoxes et de frustrations qui, aujourd'hui, plutôt que de les occulter, nous font poser plusieurs questions. Au final, qu'est-ce qui pollue le plus? Le support physique ou bien le streaming? Qu'en est-il de l'impact de l'industrie cinématographique sur l'écologie? Et enfin, comment agir au mieux dans sa libre conscience? Voilà des questions auxquelles nous allons tenter d'apporter des réponses. Avant toute chose, sachez que cette vidéo n'a pas pour but de vous culpabiliser, mais bien d'apporter des éléments basés sur des faits et non des représentations. Pollution streaming vs support physique. Le plastique. C'est en 1907 que le plastique, considéré comme l'un des matériaux les plus polyvalents jamais produits, a été inventé. Et depuis, il a révolutionné la façon dont nous emballons, mangeons, voyageons et nous habillons. Il a modifié en continu nos habitudes de vie. La magie du plastique nous a entraînés d'abord dans un meilleur vivre, puis dans le pire vivre, celui d'aujourd'hui. Alors, quand on a conscience des ravages que le plastique engendre sur notre chère planète, difficile d'en empiler sur ses étagères sans sourciller. La question de la dématérialisation se pose donc. Il semble évident que le streaming, c'est-à-dire pour le cinéma la lecture des films directement en ligne sans télécharger, permet de limiter les déchets, notamment plastiques. Pour exemple, à l'âge d'or des CD, en 2000, 61 millions de kilos de plastique ont été utilisés pour leur fabrication. On peut donc facilement penser qu'un abonnement à une plateforme de streaming est un geste éco-responsable. Mais qu'en est-il vraiment? Eh bien, nos recherches furent assez surprenantes et font la part belle à cette idée reçue. En effet, aujourd'hui, la donne est inversée et le chiffre suivant en dit long. 250 millions. 250 millions, c'est le volume de kilos de gaz à effet de serre produit par les plateformes de streaming rien qu'aux États-Unis en 2018. C'est 2 fois plus que pour les disques il y a 20 ans. Rappelons que c'est ce fameux gaz à effet de serre qui reste le principal responsable du réchauffement climatique, engendrant fonte des glaces, disparition des espèces animales, dérèglement climatique, et à l'avenir, de nombreux réfugiés dus à la montée des eaux. D'un côté, la fonte des glaciers augmente le niveau des mers, de l'autre, l'eau se réchauffe, se dilate, et hop, forcément ça monte. Et avec les gaz à effet de serre, c'est pas prêt de s'arrêter. L'océan emporte tout. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la vérité est là. Le support physique pollue moins que le streaming, à une ère où la majorité de la population délaisse le matériel au profit de la VOD justement. Cette transformation de nos habitudes a bel et bien un impact écologique qui n'est pas positif. À ce jour, le streaming vidéo occupe 63% du trafic global sur Internet, selon le dernier rapport de Greenpeace, datant de septembre 2019. Sur ce total, Google, avec YouTube, représente 12%, Netflix 11,4%. Les principales plateformes de réseautage cherchent à étendre leurs services d'offres de divertissement vidéo, ce qui devrait générer selon l'ONG une consommation de 80% en 2020. Mais si la diffusion numérique semble dématérialisée, fini le plastique des différents supports, elle n'est pas pour autant immatérielle. Place aux terminaux, ainsi qu'aux réseaux de stockage et de diffusion. Mais surtout, et c'est ce qui va poser problème, tous les films proposés sur les plateformes sont stockés sur des serveurs très voraces en énergie. La VOD, avec ses géants Netflix ou Amazon, et maintenant Apple et Disney, représente 34% de l'usage de vidéos en ligne. En tonnes de CO2, cela correspond à 102 millions, soit à peu près les émissions du Chili en un an. Contrairement à la télé classique où un émetteur arrose tous les spectateurs, le streaming c'est un ensemble de ressources numériques mobilisées pour un client regardant une vidéo. De plus, plus la définition augmente avec les générations, et plus les fichiers seront lourds. La numérisation et les réseaux informatiques déployés à l'échelle mondiale bouleversent l'économie et l'ensemble des activités humaines. Si ces technologies sont utiles, l'usage intense du numérique menace notre environnement de vie par la consommation d'énergie sale qu'il génère, cause de pollution et d'épuisement des ressources naturelles. Le visionnement de vidéos en ligne est devenu un enjeu écologique majeur en raison de la consommation électrique qu'il entraîne au niveau planétaire. Pour faire simple, nous puisons dans les ressources de la Terre pour créer de l'énergie. Mais nous consommons beaucoup trop vite cette énergie. Plus globalement, depuis 2015, nous vivons à crédit. À savoir qu'en 8 mois, l'humanité a consommé l'équivalent de ce que la Terre produit en un an. Si l'on vivait tous comme des Américains, nous aurions besoin de 5 planètes pour vivre. En France aussi, nous sommes au-delà de la normale.
nous aurions besoin de 2,8 planètes pour vivre comme des Français. À l'échelle de la planète, nous avons pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres et cultivé plus de terres que ce que la nature peut nous offrir au cours d'une année. Consommateurs ignorants. Les consommateurs connectés ignorent le chemin emprunté par les flux de données qu'ils consomment et l'emplacement physique des serveurs qui répondent à leurs requêtes. L'informatique dans les nuages, le cloud computing, délicat euphémisme aérien, escamote toute l'infrastructure technique qui est grande consommatrice d'électricité. En effet, la connexion continue au réseau a pour conséquence une consommation invisible d'électricité, tout au long du chemin parcouru par les données, n'importe où sur la planète. Le visionnement en flux continu de vidéos et de musique via smartphone est énergivore. Saviez-vous qu'en visionnant une série sur Netflix, on brûle du charbon en Virginie pour alimenter des data centers ? Un data center ou centre de données est une infrastructure composée d'un réseau d'ordinateurs et d'espaces de stockage. L'augmentation rapide de la consommation en ligne de divertissement vidéo, souvent futile, est devenue un phénomène planétaire, alors qu'augmente rapidement le nombre d'utilisateurs et la consommation individuelle de ceux-ci. L'énergie finale utilisée par les technologies de l'information et de la communication, c'est l'électricité, laquelle est produite principalement dans le monde en brûlant du pétrole, du gaz et du charbon, à 67%. Par l'énergie hydraulique également, à 16%, et par les centrales nucléaires, à hauteur de 12%. La part des énergies renouvelables, le soleil, le vent, le biogaz et les déchets, est de 5%. Comme on l'a vu, la consommation de divertissement vidéo quelque part en France engendre une demande de production électrique ailleurs dans le monde. Dans l'espace hyper connecté globalisé, chacun porte une part de responsabilité. Impact écologique des tournages sur l'environnement. Des acteurs comme Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, George Clooney ou encore Harrison Ford se sont engagés en faveur des questions écologiques, en apportant notamment leur soutien à des organisations telles que Greenpeace. Cela a permis à l'industrie du film de bénéficier d'une bonne réputation. Oui, mais... Selon une étude menée dans la région de Los Angeles par l'Université de Californie, l'impact environnemental de l'industrie cinématographique sur la pollution de l'air serait plus important, proportionnellement à la taille du secteur, que celui de la plupart des autres grandes industries, notamment l'aérospatiale, l'habillement et le secteur de l'hôtellerie. Par ailleurs, les émissions produites par la réalisation d'un film ne s'arrêtent pas lorsque les caméras cessent de tourner, en particulier dans les cas de grosses productions. En effet, les journalistes, les acteurs, les publicitaires se déplacent souvent dans le monde entier pour en faire la promotion. Parfois, l'infrastructure même est modifiée au profit d'un long métrage, ce qu'il fut le cas notamment pour Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, où le tournage sur un site protégé a été autorisé contre l'avis d'associations écologiques. Le site fut long à trouver, 3 mois passés à écumer la France, à éliminer les lieux inaccessibles pour une grosse équipe, ceux encore pollués par les obus qui n'offraient pas d'horizon dégagé. Le terrain de Montmorillon a soulagé tout le monde, dans un premier temps. Ensuite, il a fallu attendre des autorisations militaires pour raser les bosquets et discuter avec les associations de protection de la nature. À la suite du creusement des tranchées, l'écosystème a été durablement perturbé. Warner a dû promettre de tout remettre en état et de financer un programme de recherche écologique. Coût supplémentaire, 90 000 €, sur une enveloppe décoratrice qui, en général, atteint 10% du budget d'un film. Dans la scène d'ouverture d'Apocalypse Now, sur fond de The End des Doors, une forêt de palmiers part en fumée. Eh bien, il n'y a pas eu d'effets spéciaux pour réaliser cette scène. La production a utilisé pas moins de 4500 litres d'essence pour incendier la forêt, en y ajoutant quelques pneus, histoire qu'il y ait plus de fumée, évidemment. A noter également que ce tournage a duré 6 longs mois. Puis dans The Expendables 2, après une mission de sauvetage, les Expendables se retrouvent à devoir déjouer une menace mortelle pour l'équilibre de la planète, en empêchant l'explosion de plusieurs tonnes de plutonium enfouies dans une mine. Pour l'occasion, la production a réalisé une partie du tournage dans une grotte en Bulgarie, abritant plus de 20 000 chauves-souris. Si les Expendables ont réussi à sauver le monde, ils n'ont pas réussi à sauver les chauves-souris. La moitié de la population n'a pas survécu à ce tournage, ce qui n'a pas manqué de provoquer la colère des associations militantes pour la protection des animaux. Concernant le dernier James Bond, après des remous suite au changement de réalisateur, ce nouvel opus du célèbre espion britannique s'est attiré les foudres des militants écologistes norvégiens. En effet, pour tourner dans le comté d'Akershus, en Norvège, une région boisée soumise à une stricte législation pour limiter la circulation, la production y a fait rouler de nombreux véhicules et y a construit des bâtiments, dont l'un devait exploser durant le tournage. Cela a fortement perturbé la faune et la flore habituées à la tranquillité. Qui plus est, alors qu'aucune construction n'était en théorie autorisée dans les zones forestières, le film en a obtenu un accord des autorités locales, ravivant la colère des militants norvégiens. Les exemples pourraient encore se multiplier, et nous ne cherchons pas à leur jeter la pierre. Seulement des actions sont possibles, et certains le prouvent. Pour les séquences de Matrix, d'Escher Wachowski par exemple, une équipe de The Reuse People, une association à but non lucratif, a été recrutée pour recycler les matériaux utilisés pour la construction des décors. Ils ont réussi à en récupérer 97,5%. C'est ainsi que 1500 tonnes de bois ont été utilisées pour la construction de logements pour des familles à bas revenus au Mexique. Et tout l'acier a pu être recyclé. Autre exemple. Au cours de la dernière tournée de promotion de Spider-Man 3,
Sony s'est assuré que tout le matériel imprimé pour la promotion serait zéro carbone. Ou encore dans The Day After Tomorrow, le jour d'après, de Roland Emmerich, le réalisateur a cherché à s'assurer que la production ne contribuerait pas au réchauffement de la planète, en compensant les effets de gaz à effet de serre et en prenant des mesures pour réduire son impact environnemental. Emmerich a payé de sa poche pour ces mesures, et a encouragé ses agents à devenir une organisation zéro carbone, qui donc va limiter ses émissions et compenser celles qui sont produites. D'autres films comme Syriana, Une vérité qui dérange ou La Nativité ont adopté la même attitude. Cependant, des actions ne sont entreprises que lorsqu'une figure importante du film, le réalisateur, la vedette ou le producteur, en fait la demande. Beaucoup d'efforts peuvent encore être fournis. Le cinéma comme moyen de sensibilisation à l'écologie. Si l'industrie cinématographique ne figure pas en bon élève concernant la pollution, elle contribue cependant à une sensibilisation étendue en faveur de la cause écologique. Voici donc une série de films et documentaires qui permettent d'ouvrir notre regard et élargir notre réflexion. Une vérité qui dérange. Home. La 11e heure, le dernier virage. Demain. Plastic Planet. Nos enfants nous accuseront. Solution locale pour un désordre global. Conseil pour continuer de vivre sa passion en accord avec ses convictions. Un retour en arrière technologique étant exclu, les chercheurs recommandent notamment la sensibilisation. Alors que faire? Limiter le visionnement de vidéos en streaming? Cela semble hors de portée du besoin compulsif d'utiliser son smartphone du commun des mortels. Mais il est important de savoir par exemple qu'il vaut mieux regarder chez soi, avec une connexion en fibre optique, que sur un téléphone mobile en 3G. Cela est moins énergivore. Face à la puissance des géants du web et de l'idéologie du profit, il semble que l'essentiel consiste à informer et sensibiliser la population aux enjeux pour la biosphère des usages d'Internet, de sorte à permettre à chacun de faire des choix éclairés, de peser les décisions politiques relatives à la numérisation de la société, et de soutenir les organismes qui œuvrent pour sauver notre écosystème. La presse et les institutions éducatives ont un rôle fondamental à jouer pour cette nécessaire prise de conscience. Une mission essentielle supplémentaire pour l'éducation aux médias, dans notre société en transition rapide. Concernant le streaming, que faire? Se désabonner? Pas nécessairement. Cependant, on est conscient de l'impact écologique absolument énorme et sous-estimé du numérique. À notre niveau, nous semblons démunis, et clairement, la responsabilité première revient aux géants de l'Internet, qui doivent le plus rapidement possible passer leur centre de données aux énergies renouvelables. On essaie toutefois de compenser sur le terrain numérique avec des gestes tout bêtes mais importants. En voici 3. Mettre son écran en veille pendant les phases d'écoute. Sortir de sa zone de confort et opter pour un moteur de recherche engagé comme Ecosia, Lilo ou encore Ecogene. Il y en a plusieurs qui investissent les sommes collectées grâce à vos recherches dans des actions en faveur de l'environnement. Dernier conseil, faire le ménage dans sa boîte mail toutes les semaines. En effet, les dépenses énergétiques liées aux mails dépendent du temps durant lequel on les conserve, car ils restent stockés sur des serveurs. Dans les salles de cinéma, consommez moins de confiserie, qui constituent énormément de déchets. Ces plaisirs sont au passage des sources de nuisances sonores pour vos voisins, et qui plus est ne sont pas toujours recommandés pour votre santé. Pour les collectionneurs, si nous avons appris que le streaming pollue plus que le support physique, il n'en reste pas moins qu'il faudrait en finir avec la pollution de plastique non renouvelable. Si là encore nous sommes dépendants de ce qui se fabrique, nous pouvons toutefois privilégier les formats avec le moins de plastique possible, les digibooks ou bien les steelbooks, et ainsi encourager la production de nouveaux emballages éco-responsables. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et que vous y aurez appris des choses. Que vous soyez en accord ou non avec nos vidéos et nos idéaux, il y a une chose dans laquelle nous devrions tous nous mettre d'accord. L'avenir de notre planète. Allez, on vous laisse avec quelques exemples de films post-apo qui montrent les hypothétiques désastres écologiques et leurs potentielles conséquences.